la sous-traitance actuelle en Afrique, on préfère encore des Noirs parce que le blanc, c'est trop visible. Ça fait colonisation, ça fait impérialisme. Donc, il faut sous-traiter par des Noirs. Sauf que les Noirs qu'on a envoyés au Mozambique, ils sont accusés d'avoir réprimé la population qui protestait contre la fraude électorale dont les Frélimo s'est rendu coupable en volant la victoire de l'opposant Moklane, qui a gagné les élections dernièrement. Donc, selon la presse mozambicaine, les policiers qui ont tiré sur l'État, ce n'étaient pas des policiers, mais c'était des militaires rwandais habillés en policiers. Or, ça, en RDC, lors de différentes manifestations, c'est la même accusation, puisque les Congolais de la RDC connaissent qui est qui. L'accent de tout le monde, ils connaissent. Donc, quand on voit un policier qui a certains réflexes, on se dit, celui-là n'est pas un des nôtres, c'est sûrement un étranger, et surtout lorsqu'il tire sans pitié, un policier congolais peut faire de bavures. Mais lorsqu'il tire sur l'État lors d'une manifestation, ça dit qu'il n'a rien à perdre, sa famille n'est pas là. Et là, pendant que vous étiez en train de parler de ces dames, en fait, ça me rappelle d'ailleurs, il y a un documentaire comme ça qui existe, Les espionnes parmi nous. Je ne sais pas si Mhm. vous avez déjà vu ça. Et Oui, très oui, vite, oui. j'ai vu un peu, je vois là l'image de la dame qui aujourd'hui ministre, il faut l'appeler comme ça, elle a rang de ministre dans le cabinet de Denis Sassou Nguesso, Françoise Joly, et ça ne s'arrête pas là. Dernièrement, on a vu le petit-fils de Denis Sassou Nguesso, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, un certain Ngolondele qui s'est marié aussi à une Rwandaise. Bon, après, on nous dira, de toute façon, les gens sont libres de se marier avec qui ils veulent, mais lorsqu'on a déjà quelques informations de ce qui se passe dans le pays voisin et comment est-ce que le pays voisin a été infiltré. Et que, dans le même temps, on peut se permettre, est-ce qu'il faut appeler ça des erreurs ou bien c'est fait exprès ou ils savent ce qu'ils font? Ce n'est pas des erreurs. Moi, je pense beaucoup plus à une imprudence. Mais pourquoi cette imprudence? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est obnubilé par son pouvoir, tout est bon pour protéger ses pouvoirs. Et c'est très dangereux pour le pays. On a vu ce qui s'est passé en RDC. Les gens viennent gentiment, mais après ils veulent plus partir, après ils brandissent des armes, après ils retournent la situation, parce qu'ils ont un projet hégémonique. Alors, les Congolais de Brazza ne se rendent pas compte qu'ils se mettent sous la botte des Occidentaux parce que peut-être qu'ils ne sont pas conscients. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur pour vous le dire. Le Congo-Brazzaville n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays extrêmement riche. Ce pays a été à un moment quatrième producteur de pétrole en Afrique, c'est-à-dire les paradis. Bon, regardez maintenant ces rivières, regardez ces forêts, regardez ces parcs naturels, regardez son potentiel hydroélectrique. Rien que la forêt, les bois précieux, regardez les minéraux, regardez sa façade maritime, regardez son emplacement. Les autres n'évitent. En fait, la RDC vous a servi de rempart. Si la RDC était tombée, on ferait du Congo-Brazza et du Gabon deux bouchées, vite avalées. Donc, pendant que certains au Clairement pour Congo-Brazza, arriver à ce qu'on appellerait le grand remplacement finalement. ben, c'est ce qui s'est fait à l'est de la RDC, hein, 10 millions de morts. Le président, dans son discours, a dit qu'on a vidé cette partie et on a remplacé des populations venues d'ailleurs. Et s'il y a 120 000 hectares qu'on a donnés, ça sera des champs. Le message envoyé dans le monde entier, c'est que vous avez un pays, vous avez des terres arabes, vous êtes incapable de faire des champs. Il fallait qu'il y ait un peuple plus organisé que vous. Ça, c'est la propagande occidentale qui vient faire des champs. Beaucoup de gens oublient. Vous regardez que les histoires de la terre, quand on vous avertissait, les gens pensaient que c'était de la blague. L'avertissement que j'ai donné, même avant cette histoire de la terre, c'était quoi? C'était lorsque Rwanda a commencé à desservir Brazzaville presque tous les jours. Ils ont prétendu à l'époque que c'était pour l'importation de quoi? Le Rwanda produit quoi? Ndakala. Mais rien que les poissons qui sortent du fleuve Congo, ça peut nourrir le Rwanda. Donc, on a prétendu que c'était pour les Rwandais devraient exporter je ne sais quoi. Rwandais venaient tous les jours avec qui dans les avions? Parce que Kinshasa a vécu la même chose. Hein? Des avions qui viennent pleins et qui rentrent vides. Et c'était la même chose du Congo-Brazza, des avions qui venaient pleins. Et la blague, c'était, oh non, Bayakana Bandakala.
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7. Je vous retrouve en compagnie de Karine Maïzo, journaliste, essayiste, analyste politique et conférencier international pour décrypter la décision du tribunal correctionnel de Paris qui a reconnu le politologue, journaliste enquête, essayiste, éditeur Charles Onana coupable de complicité, de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité lundi 9 décembre dernier à cause de son livre paru en 2019, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. C'est le titre de l'ouvrage que notre invité Afrique d'aujourd'hui, sur plus de 650 pages, le journaliste d'enquête et essayiste franco-camerounais Charles Onana, a jeté un pavé dans la mare. Oser remettre en cause, preuve à l'appui, la doxa voulant que le génocide des Tutsis au Rwanda ait été planifié par les autorités rwandaises de l'époque et que la France ait été impliquée dans ce génocide en armant les Hutus. Revenons sur les faits. Le 22 juin 1994, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise, par la résolution 929, le déploiement d'une force multinationale sous commandement français au Zaïre. Le président Mobutu était toujours en vie à l'époque, et au Rwanda. C'est l'envoi de cette force, appelée Opération Turquoise, après l'attentat contre le Falcon 50 du président rwandais Juvenal Habyarimana, qui a également coûté la vie à son homologue burundais le 6 avril 1994, et alors que les tueries en masse avaient commencé, qui est mise en cause, y compris au sein de l'armée française. En effet, depuis 25 ans, journalistes, membres d'ONG, chercheurs et surtout les tenants du régime de Paul Kagame, devenu président du Rwanda en septembre 2000, mais qui luttait à l'époque au sein des forces révolutionnaires appelées Front patriotique du Rwanda, le FPR, accusent la France d'avoir participé à la préparation puis à l'exécution du génocide des Tutsis par les Hutus, qui a fait plus d'1 million de morts. Docteur en sciences politiques, diplômé de l'université Jean Moulin, Lyon 3, où il a soutenu sa thèse en décembre 2017, Charles Onana est un spécialiste des Grands Lacs et des conflits armés, en plus de ses écrits concernant le génocide au Rwanda. Il est également connu pour son travail de pionnier sur l'histoire des tirailleurs africains pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également dirigé l'Organisation panafricaine des journalistes indépendants au sein de laquelle il a mené une enquête sur l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Bonjour Karine Maïzo. Bonjour Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de vous recevoir sur d'autres plateaux. Alors nous allons également aborder l'installation du Rwanda au Congo-Brazzaville où le ton a été donné officiellement par Denis Sassou Nguesso dans son message à la nation le 28 novembre dernier. Que vise concrètement le Rwanda dans sa politique expansionniste? Karine Maïzo, Charles Onana a reconnu, je l'ai dit tout à l'heure, de complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité. Une décision qui vous a surpris, indigné ou quel commentaire vous inspire-t-elle? C'est une décision qui ne m'a pas surpris, mais qui m'a naturellement indigné parce que je trouve inadmissible que dans un état de droit comme la France, qu'on puisse se servir d'une loi sur la liberté de la presse pour fermer la bouche à un journaliste, un écrivain, lui fermer la bouche dans quel dossier? Dans un dossier où sa thèse de doctorat en sciences politiques à l'université Jean Moulin ou Lyon 3 a été publiée par Damien Simiex de l'édition, disons son éditeur, dans le cadre du livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Pourquoi ça me choque? Ça me choque parce que on sait que depuis un certain temps, certains milieux rwandais proches du FPR, pour ne pas parler du FPR, se montrent très entreprenants en France pour faire la police de ce que les gens doivent dire, écrire ou penser sur les dossiers qui concernent les Rwandais, un dossier sur lequel les gens ont beaucoup de choses à dire. En Mais fait, vous êtes parmi en les train de dire, choses, pardon, Karine Maïzo, ils veulent imposer leur narratif, le narratif des vainqueurs, c'est ça? voilà, ils veulent imposer leur narratif et ils ont une
hargne jamais vue lorsqu'il s'agit d'imposer à tout le monde ces narratifs-là. Il faut juste rappeler au monde entier que les génocides de 1994, c'était des Rwandais qui ont Mhm. tué d'autres Rwandais. C'était pas des Américains qui ont tué les Rwandais, ni Oui. les Britanniques, ni les Français, ni les Congolais, ni les Burundais, ni qui que ce soit. Donc, c'était d'abord les Rwandais qui ont tué d'autres Rwandais. Tous les restes, c'est des personnes tierces à ces génocides. Un génocide est un crime contre l'humanité. Ça Mhm. concerne toute l'humanité. Et toute l'humanité a un droit de regard pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui blesse notre humanité. Et ça se limite là. Il n'y a pas à accuser tel ou tel autre pays. Ah ouais, mais parce que tel autre pays n'est pas intervenu, vous tuez votre propre frère, mais c'est la faute aux voisins. Les voisins devraient vous en empêcher. Non. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est tellement complexe Mhm. que même le tribunal pénal international a eu du mal à mettre de l'ordre et comprendre exactement ce qui s'est passé. Il y a eu génocide, il y a eu crime contre l'humanité. Certaines personnes ont été poursuivies pour génocide, d'autres pour complicité de génocide, d'autres pour, je sais pas moi, non-assistance à personne en danger. C'était hyper compliqué. Mais on est au moins sûr d'une chose, sur les 800 000 morts, il y avait des Tutsis, il y avait des Hutus. Alors, dire aussi qu'il y avait des Hutus qui sont morts ou qui ont été massacrés, c'est remettre en cause la version officielle. Donc, du coup, interroger les rôles du FPR dirigé par Paul Kagame, ça lui trouve inadmissible parce qu'il se sert aussi de ces génocides pour tirer des dividendes politiques, ce que moi je trouve comme un manque de respect, mais terrible vis-à-vis des morts. Alors, ce qui s'est passé en France, il y a une loi de 2017 qui interdit ou qui criminalise la négation ou la minoration d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité reconnu par la France. Mhm. Entre autres, les génocides arméniens, les génocides du Rwanda, les génocides des Juifs, c'est-à-dire la Shoah. Et quand j'ai lu aussi, parce que la Belgique a une loi pareille, au niveau de la Belgique, ils ont ajouté les génocides cambodgiens et les massacres de Srebrenica. Je ne vais pas me risquer pour les deux derniers là, cambodgiens et les massacres de Srebrenica, si ça concerne aussi la France. Et lorsque vous regardez la loi utilisée par le juge pour condamner Charles Onana, c'est la loi sur la liberté de la presse, parce qu'on a ajouté un amendement à cette loi qui fait que les faits, parce que le jugement c'était sur le procédé utilisé par Charles Onana pour minorer ou nier un crime contre l'humanité. Et ce procédé, c'est quoi? C'est l'édition. L'édition, c'est ainsi que lui, on l'incrimine des complicités. Donc, il est le complice de monsieur Damien Signex, qui a publié les livres. Donc, lui, on l'accuse de complicité de minoration et selon eux, il n'est jugé que le procédé. Et dans ce procédé-là, avoir mis dans 19 pages, je sais combien le livre est derrière moi là, dans 19 pages, il y a des passages où il a mis génocide entre guillemets. Mais l'enjeu au-delà, c'est de faire taire toutes les personnes qui réfléchissent, toutes les personnes qui parlent, toutes les personnes qui ne veulent pas adhérer à la doxa officielle et toutes les personnes qui osent remettre en cause les visées hégémoniques de Paul Kagame. Natacha Polony, rédactrice en chef de Marianne, en a fait les frais. Elle a gagné au premier degré, elle a gagné en appel. Charles Onana a perdu au premier degré, il a fait appel tout de suite et on espère que cette fois-ci, en appel, il gagnera. Parce que quand Oui, mais vous lisez les évidemment, livres de... maintenant que on va conclure, tout à l'heure vous avez dit c'est une manière de faire taire toutes les voix qui vont à l'encontre de la version officielle sur le génocide rwandais. Que dit finalement la version officielle? La version officielle dit que les Hutus proches de Abiyarimana ont massacré par haine ethnique les Tutsis. Et pour eux, 1 million de Tutsis, alors qu'à l'époque, la population Tutsi, selon leurs propres statistiques rwandaises, qui étaient fiables, hein, c'était pas des n'importe quelle statistique, il y avait au moins 700 000 Tutsis au Rwanda. Mais on a tué
1 million de Tutsis sur 700 000. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que ces événements ont décimé la moitié de toute la population Tutsi au Rwanda. Parce que selon l'association Ibuka, les survivants, c'était à peu près 350 000. Donc, on suppose qu'il y a eu 350 000, c'est-à-dire 50% de toute la population Tutsi qui a été décimée. Mais comme il y a eu entre 800 000 et 1 million de morts, on sous-entend que les autres, c'est les Hutus et on oublie les Tois, qu'on appelle vulgairement les Pygmées, parce que Pygmée en grec, ça veut dire des gens de petite taille. Bon, on ne va pas essentialiser les gens sur leur taille. C'est ainsi que moi, je préfère encore dire Tois, Baka, au lieu d'employer ce terme péjoratif de Pygmée. Et aussi ont été décimés, et plusieurs Hutus ont été décimés. Alors, eux, ils veulent que l'on parle du génocide des Tutsis. En fait, c'est manichéen. D'un côté, il y a les méchants Hutus, de l'autre côté, il y a des victimes Tutsis. Or, si on regarde de près l'affaire, il y a eu, il y a eu comme une espèce de folie meurtrière et les gens se sont entretués. Au début, l'ONU parlait du génocide rwandais. Il y a eu une demande express du Rwanda pour qu'on ne parle que du génocide Tutsi. Et parmi les pays soutiens de Paul Kagame qui ont protesté au Conseil à l'ONU pour cette opération, il y a, je vais vous surprendre, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui, eux, voulaient que l'on garde le vocabulaire génocide des Rwandais. Dans tous les cas, si vous regardez ces livres et les livres qui ont suivi, ceux qui disent qu'ils ont mis fin au génocide des Tutsis au Rwanda, ce sont les mêmes qui sont en train de perpétuer un génocide et des crimes contre l'humanité dont le rapport Mapping a dit que si on amenait ce qu'ils font en République démocratique du Congo devant un tribunal compétent, on peut qualifier les 613 cas de massacres répertoriés dans les rapports Mapping de génocide ou de crimes contre l'humanité. C'est ça aussi l'enjeu. Il faut Oui, se mais limiter à dire c'est des sauveurs sans... pardon, Kérine Maïzo, lorsqu'on parle de génocide, c'est qu'il y a d'abord l'intention quelque part. Mais Oui. après, les juristes aiment bien à poser cette question, à qui profite le crime? Alors, l'intention, si on parlait de l'intention dans ce génocide et à qui a profité ce crime. Et tout à l'heure, vous avez dit, Paul Kagame se passe pour la victime, en fait. Oui, mais c'est ça justement la question, parce que si vraiment le monde abandonnait sa partialité dans cette affaire, on peut faire une deuxième enquête en disant qui a provoqué une guerre civile, qui ne voulait pas d'accord d'Arusha, un homme, une voix, après bon partage du pouvoir, qui a provoqué une guerre civile depuis l'Ouganda vers le Rwanda, laquelle guerre civile a amené qu'on abatte l'avion du président Abiyarimana, l'élément déclencheur de ces événements-là, et qui est ensuite arrivé au pouvoir. Parce qu'il y a une autre thèse qui dit que, bon, il mène la guerre civile, il sacrifie les Tutsis pour arriver au pouvoir. En sacrifiant les Tutsis, dans la foulée, on massacre aussi les Hutus pour qu'il arrive au pouvoir. Donc, vu sous cet angle, on peut l'accuser, les gens du FPR, les accuser, les gens du FPR, d'avoir commis aussi un génocide. Bon, comme ils sont pour la plupart Tutsis, on ne va pas dire contre les Tutsis, ça sera des massacres à grande échelle, et pour les Hutus, ça sera un génocide. Bon, par contre, pour les Hutus, ce qui s'est passé du moment que le tribunal pénal international et l'ONU ont dit que c'est un génocide, ben, c'est un génocide. Et le nier serait anormal, en fait. Les Tutsis, en 1994, ont été victimes d'un génocide et ce génocide est un crime contre l'humanité. Nous tous faisons partie de l'humanité, nous sommes blessés par ces événements, comme les Rwandais l'ont été, eux plus que nous, parce que bon, ils ont vécu ça dans leur chair. Nous, on l'a vécu comme personne tierce, mais faisant partie de l'humanité. Alors, avec ce genre d'événements, si on mettait un peu la politique de côté, ça fera avancer le monde. Mais tant qu'il y a des considérations politiques et subsidiairement économiques, parce qu'il y a la République démocratique du Congo avec toutes ses richesses à côté, ben, on ne sera jamais serein pour réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on fait pour que cela ne se repasse plus. Parce qu'il y a eu la Shoah. On nous a promis, ah, plus jamais ça. Mais 1945-94, rebelote, on remet encore cela. Plus jamais ça.
30 ans en République démocratique du Congo, les gens se taisent. Bientôt, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer au Congo-Brazzaville. Hein. On viendra crier encore, plus jamais ça, mais bon, l'équipée meurtrière se poursuit. Alors, maintenant que le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner Charles Onana, qui a déjà interjeté appel, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que cela pourrait changer et quels pourraient être finalement les arguments à opposer finalement à cette décision? Ben, déjà, le fait d'interjeter appel, c'est tout simplement démontrer que Charles en a perdu une bataille, pas la guerre, et que il fait office de bouclier pour beaucoup de personnes parce qu'ils disent que les responsables, il y a un membre de l'association Ibuka des rescapés du génocide rwandais qui disait sur RFI que ce n'est qu'un premier pas qui sera suivi d'autres. Et on voit dans l'ère Twitter, ils ont déjà commencé à citer certains noms parce que certains écrivains, certains journalistes, et aussi vont passer devant la justice. Et derrière, qui finance? Si c'est un État qui finance, donc ils ont l'argent pour utiliser des procès bâillons. C'est-à-dire que vous parlez, on va vous faire taire, on va vous embêter, on va vous humilier, on va vous occuper, vous allez passer des mois et des mois devant des juges à chercher l'argent, à vous défendre. C'est-à-dire que, bon, la liste sera longue, ils vont poursuivre les gens pour effrayer ceux qui n'ont pas encore parlé et punir ceux qui ont osé parler. Alors, ce qui va se passer concrètement, c'est que les arguments allongés par Charles Nana lors du procès au premier degré, avec les témoins qu'il a ramenés, y compris des responsables de l'opération turquoise, étaient quand même des arguments solides. Mais maintenant, comme les juges du second degré ne jugent pas les faits, mais ils jugent la procédure. Et si les droits de Charles Nana ont été respectés, je pense que il y a une carte à jouer de ces côtés-là pour démontrer qu'en tant que journaliste, en tant que chercheur, il a fait une recherche. C'est une thèse de doctorat qu'il a défendue devant un jury dans une université reconnue internationalement et respectable et que publier ces éléments, si on voit dans la plupart des livres, il reconnaît toujours qu'il y a eu un génocide au Rwanda, venir lui faire un procès qu'il aurait nié les génocides, je trouve que c'est excessif. Alors, dire complicité des minorations, ben, par rapport à l'éditeur, bon, l'éditeur aussi, on ne pourra jamais prouver que c'est quelqu'un qui n'aime pas, je ne sais pas moi, les Tutsis rwandais, qui a une certaine haine au point d'aller publier de façon consciente quelque chose qui irait à l'encontre de ce qu'ils ont subi. Je pense que les avocats que Charles Onana a, sont des vieux routiers. Ils trouveront les moyens de prouver en appel que, au premier degré, le juge a commis, disons, a connu une erreur d'appréciation dans son intime conviction en condamnant Charles Onana. Alors, maintenant que, évidemment, il faut rappeler peut-être à nos téléspectateurs que Charles Onana a été condamné donc à une amende de 8 à 400 euros. Son éditeur également, lui aussi, a écopé une amende, bien sûr, de 5 000 euros. Et donc, les deux doivent en sus payer 11 000 euros aux différentes associations de défense des droits de l'homme qui s'étaient constituées. Est-ce qu'on peut lire là, comme vous avez dit tout à l'heure, une stratégie de vouloir, en fait, museler toutes les voix discordantes sur ce narratif, comme vous l'avez dit tout à l'heure? C'est une manière d'effrayer ou bien... et puis, après, on cherchera à comprendre comment se fait-il que Paul Kagame, aujourd'hui, devient l'homme le plus puissant qui peut influencer même, j'allais dire, peut-être que je vais exagérer, même l'appareil judiciaire. Bon, pour la dernière partie de la question, donc, pour ce qui est de l'argent, c'est cela, en fait, on vous frappe au porte-monnaie. Et même les procès, c'est très éprouvant, hein, lorsque pendant plusieurs mois, vous devez réunir des avocats, des témoins, et que vous devez être là, je sais pas moi, pendant 4 jours, du matin jusqu'au soir, euh, poursuivi par une meute de journalistes et tout ça, c'est psychologiquement très éprouvant, et ça peut Déstabiliser, effrayer, bien sûr, oui. oui, ça peut effrayer d'autres personnes qui voudraient réfléchir parce qu'il y a maintenant des gens qui font la police de la liberté d'expression et qui utilisent il y a un amendement de la loi sur la liberté de la presse pour faire taire notamment les journalistes dont le travail c'est rechercher, collecter, traiter et diffuser l'information. Là, ils ne pourront plus travailler dans des conditions sereines, même si à la base,
la loi sur le négationnisme, appelons ça comme ça, dans la loi de 2017, est à la base, hein, à la base, c'est pas mauvais. Quelqu'un qui va aller nier un génocide est à punir, c'est une infraction. C'est pas une opinion, c'est une infraction. Mais maintenant encore, faut-il qu'il prouve que réellement la personne a nié les génocides dans l'intention, je ne sais pas moi quoi, de nuire. Mais si la personne ne fait que réfléchir sur certains faits qui ont été présentés, qu'il trouve que c'est pas juste, sans remettre en cause fondamentalement les événements, je trouve que c'est excessif. Alors, pourquoi Paul Kagame est-il si puissant? Bon, il n'est pas puissant. Paul Kagame, c'est l'instrument de certains milieux occidentaux qui, pour leurs intérêts économiques, sont prêts à tout. Vous savez, les Occidentaux, surtout les Anglo-Saxons, lorsqu'ils utilisent quelqu'un pour leurs besoins, ils lui donnent tout. Ils lui donnent l'argent, la logistique, la bonne réputation pour le travail pour lequel il a été appelé. On lui garantit l'impunité et c'est la totale, en fait. Donc, Kagame, C'est ce qui fait également qu'aujourd'hui, qu'on puisse présenter le Rwanda comme étant le pays modèle donc, qui a réussi sur le plan économique. ben oui, ben, et c'est du bidon. C'est du bidon. Demandez à tout économiste sérieux, un pays dont plus de la moitié du budget, c'est l'aide internationale. C'est un pays qui ne produit pas de richesses. Un pays qui bat les records. Regardez les records. Hein, Il y a un rapport qui est sorti dernièrement. Je suis désolé, mais les gens vont le trouver sur Internet parce que je n'ai pas les références sous les yeux sur l'état de la famine dans le monde, en Afrique. Ils font partie, je crois, des 5 bons derniers en Afrique. Hein. Donc, comment un pays peut être un modèle riche et tout ça si la moitié du budget, c'est l'aide internationale et une bonne partie de l'autre moitié, c'est des produits qu'on ne peut pas tracer. C'est juste que le Rwanda est un grand exportateur de coltan qui n'a pas. Le Rwanda exporte des tonnes d'or qui n'a pas. Et M6 a montré un reportage où on cache la pauvreté dans des caniveaux, y compris des enfants dans des caniveaux. Ben, c'est un pays qui négocie des accords mafieux par exemple, pour récupérer les réfugiés africains que certains pays ne veulent pas, tels que, par exemple, la Grande-Bretagne, le Danemark, Israël ou les réfugiés africains en Libye. C'est un pays dont le plus gros employeur de ces petits pays, c'est l'armée, et une armée qui est financée à bras-le-corps pour je ne sais quoi. Et l'Union européenne leur a donné 20 millions d'euros pour leur rôle au Mozambique. Mais quel est leur rôle au Mozambique? Le Mozambique est un pays indépendant. S'ils ont des problèmes d'insécurité dans la région de Cabo Delgado, normalement, ils n'ont qu'à se débrouiller. Pourquoi on doit envoyer l'armée rwandaise et cette armée rwandaise serait financée par l'Union européenne? Est-ce que euh, euh, Et ça, c'est les dans quel cadre de l'ONU Non, c'est la France qui a demandé parce que le projet gazier de la région de Cabo Delgado, c'est un des plus grands projets gaziers au monde avec Total. Et il y a eu des djihadistes qui ont attaqué la société Total. Qui dit Total dit la France. Et la France, avec son nouveau sous-traitant, les Rwandais, a envoyé des militaires rwandais pour aller faire le boulot à leur place parce que la sous-traitance actuelle en Afrique, on préfère encore des Noirs parce que le blanc, c'est trop visible. Ça fait colonisation, ça fait impérialisme. Donc, il faut sous-traiter par des Noirs. Sauf que les Noirs qu'on a envoyés au Mozambique, ils sont accusés d'avoir réprimé la population qui protestait contre la fraude électorale dont les Frélimo s'est rendu coupable en volant la victoire de l'opposant Moklane qui a gagné les élections dernièrement. Donc, selon la presse mozambicaine, les policiers qui ont tiré sur l'État, c'était pas des policiers, mais c'était des militaires rwandais habillés en policiers. Or, ça, en RDC, lors de différentes manifestations, c'est la même accusation, puisque les Congolais de la RDC connaissent qui est qui. L'accent de tout le monde, ils connaissent. Donc, quand on voit un policier qui a certains réflexes, on se dit, celui-là n'est pas un des nôtres, c'est sûrement un étranger, et surtout lorsqu'il tire sans pitié, un policier congolais peut faire de bavures. Mais lorsqu'il tire sur l'État lors d'une manifestation, ça dit qu'il n'a rien à perdre, sa famille n'est pas là.
Et à l'époque, il y a eu aussi les mêmes accusations, bien entendu. Quand il y a ce genre d'accusations, le pays qui est accusé se défend toujours en disant c'est pas nous, nous sommes innocents et tout ça. Bon, après, pour tirer le vrai du faux, il faut aller dans un tribunal, ce qui devient quand même assez laborieux. Mais je trouve que cette accusation revient souvent. Alors, le Rwanda, très pauvre, a projeté des troupes au Mozambique. Le même Rwanda est au sud du Soudan. Le même Rwanda, quand on a commencé à chasser la France de la République centrafricaine, remplacée par le Russe, comme par hasard, comme ils sont à Miami, les Rwandais remplacent la France en République centrafricaine. Et Oui, maintenant, mais c'est ils là que sont... ça paraît très curieux parce que l'armée rwandaise, évidemment, pouvait être en mission au Mozambique dans le cadre, par exemple, de l'ONU. On peut parler de mission de sécurité. Mais or, là, vous nous dites que c'est pour le compte de la France, donc de l'armée, en fait. Je ne sais pas s'il faut parler en termes de l'armée française qui a été finalement supplantée par l'armée rwandaise. Et ça nécessite quand même une réflexion. Comment le Mozambique est un pays souverain, indépendant, peut, dans une certaine mesure, autoriser des armées étrangères venir assurer la sécurité, soit-elle des sites voilà, pétroliers, par exemple. Mais C'est c'est quand ça même le débat. ambigu. C'est Encore que ça ce le soit débat. une armée ou peut-être, comme on appelle ça souvent, des milices. Oui, peut-être des sociétés de sécurité privées, comme était Wagner, par exemple, on pouvait comprendre. Mais là, on parle de l'armée rwandaise, donc l'armée officielle. Oui, qui joue une espèce de rôle de mercenariat. Parce que au Mozambique, l'opposition n'a pas accepté ce rôle qu'on a donné à l'armée rwandaise. Le Mozambique est un pays souverain qui a une armée. Et pendant que l'armée rwandaise était au Mozambique, il y a eu les proches collaborateurs du candidat de l'opposition aux élections présidentielles qui ont été assassinés, ce qui ne fait pas partie de la culture politique du Mozambique déjà. Et quelques opposants rwandais qui se sont réfugiés au Mozambique ont eu des soucis comme par hasard pendant que l'armée rwandaise est sur le territoire mozambicain. Et bien entendu, on leur taille une très belle réputation, des gens disciplinés qui sont venus à bout des djihadistes. Bon, ils étaient à une époque au Sud-Soudan. Ils traînent un peu à côté du président Talon du Bénin. Ils sont amis pour conseiller le président Doumbouya de la Guinée. Et comme par hasard, c'est devenu les chouchous du président Denis Sassou Nguesso. Hein, et pendant qu'ils traînent en RDC avec 4000 personnes pendant plusieurs années, quels que soient les rapports de l'ONU, bon, c'est quand même assez curieux pour un pays pauvre avoir tout cet argent. Hein, il y a des pauvres qui sont cachés dans des caniveaux. C'est un pays mais miséreux et pauvre. Bon, ils ont Kigali, on a balayé une rue, on a planté un peu de pelouse, mis quelques lampadaires, construit un centre de conférence. Ah ouais, c'est la plus belle ville d'Afrique. Plus belle que Abidjan, Dakar, Nairobi, Cape Town, Luanda ou Gaborone, ou pourquoi pas Windhoek. Ah ben, c'est la plus belle ville au monde. Même l'Érythrée, Asmara, qui est considérée comme une ville parmi les plus propres d'Afrique. Hein, Asmara en Érythrée, non, c'est Kigali qui est propre. Hein, toutes les villes africaines, même Casablanca, c'est sale, hein, vous savez, Durban, c'est sale. C'est Alors, Kigali qui tout est à l'heure, propre. Caroline Maïso, vous avez parlé de Denis Sassou Nguesso, évidemment. Venons-en, ça ne souffre plus dans le doute hein, que l'armée rwandaise, finalement, va s'installer d'ici là, si elle ne s'est pas encore installée, mais elle va s'installer d'ici là au Congo-Brazzaville, puisque le ton a été donné par Denis Sassou Nguesso lui-même lors de son message à la nation le 28 novembre dernier, à l'occasion, bien sûr, de la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de la République. Alors, on parle officiellement des agriculteurs, mais nous savons que généralement, l'armée rwandaise s'installe dans certains pays. Au départ, c'est sous le label des agriculteurs. Après, on se rend compte que ce sont finalement des soldats. Donc, au Congo, le ton a été donné, l'autorisation officielle a été donnée. C'est le chef de l'État congolais qui l'a dit. J'encourage les promoteurs ayant d'ores et déjà exprimé leur intérêt pour l'agro-industrie dans notre pays à engager la réalisation de leurs projets, y compris à travers des partenariats publics-privés. La thématique agricole
est évidemment indissociable de la question foncière, objet récemment de polémiques politiciennes avec la prétendue cession-vente des portions de notre territoire à des étrangers. Alors, vous qui avez longtemps travaillé sur le Rwanda, est-ce qu'on peut comprendre finalement à quoi ressemble ou quelle analyse faire finalement de ce déploiement de l'armée rwandaise en Afrique centrale et en Afrique des Grands Lacs? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre les modus operandi du FPR, Front Patriotique Rwandais. Ils ont un parti politique généralement monolithique et ethniciste, le Front Patriotique Rwandais. Ça, c'est le parti politique. Ils ont une armée entraînée, équipée et financée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, qu'on appelle l'armée patriotique rwandaise, qui est aussi une armée monoethnique. Ils ont leur bras armé économique, c'est une espèce de fonds souverain qu'on appelle Crystal Adventure. Et Crystal Adventure est géré principalement par des Tutsis anglophones qui étaient réfugiés en Ouganda et qui sont revenus au Rwanda. Crystal Adventure récupère les cotisations des Rwandais dans le monde. Et quand l'armée patriotique rwandaise mène des guerres, qu'ils pillent des mines, qu'ils vendent, qu'ils volent, comme ils ont fait une casse en arrivant au Congo, ils ont volé à la banque, ils ont volé plein de choses. Tout cela, c'est Crystal Adventure qui gère. Et Crystal Adventure réinvestit. Donc, dans l'immobilier, ils achètent, ou dans l'agriculture, au Rwanda et un peu partout. Alors, leur antienne, c'est devenu que le Rwanda, avec ses 26 000, je crois, 800 km², 11 millions d'habitants, est surpeuplé. Sauf que surpeuplé par rapport à quoi? Parce qu'ils ont la même taille que la Belgique et la Suisse, et presque la même population. En Suisse, ils n'envient pas l'Allemagne ni la France. C'est un pays développé, il y a les plannings familiales, il y a des autoroutes, des écoles, des aéroports et tout ça. En Belgique, c'est la même chose. Ils ont construit en hauteur des autoroutes. Mais eux, c'est, ah non, nous sommes à l'étroit. Mais vous avez la même densité que la Suisse et la Belgique. Non. Ils ont prétendu qu'ils étaient à l'étroit, mais ils acceptent quand même les réfugiés tout en étant à l'étroit. Revenons maintenant à nos moutons. Donc, Crystal Adventure a commencé à acheter à tour de bras des terres dans des pays africains où ils peuvent les acheter. Et l'armée patriotique rwandaise conquiert des terres dans le seul pays qui a des terres et qui s'est retrouvé faible par la corruption de sa classe politique, la République démocratique du Congo. Les territoires de Minembwe qu'ils ont créés pour le réfugiés ou des citoyens d'ascendance rwandaise au Congo est plus grand que le Rwanda. Mais maintenant, si vous regardez ce qu'ils occupent, selon les derniers discours de Madame Bintou Keïta, qui était la responsable de la MONUSCO à l'ONU, ils occupent le double de la superficie qu'ils occupaient en 2012. Autrement dit, tous les territoires, en tout cas, presque la majorité du territoire de Masisi, Rutshuru, Lubero et il y en a un dernier, je crois, vers Uvira là-bas. Donc, la superficie qu'ils occupent, c'est de loin supérieur au Rwanda. Là-dedans, il y a une partie du parc de Virunga, il y a des plaines mais très fertiles et plusieurs mines d'or et de coltan. Ça, c'est ce qu'ils occupent. Mais en République centrafricaine, sous prétexte qu'ils assurent la sécurité du président, bon, la Centrafrique leur a vendu plusieurs milliers d'hectares. Ceux qui achètent, c'est Crystal Adventure. Bon, à la base, ils se disent, on est là pour cultiver. Mais ceux qui viennent cultiver, c'est pas que des agronomes. C'est en quelque sorte des agronomes militaires. C'est-à-dire qu'ils s'implantent avec tous leurs bataillons, ils ramènent quelques hirondelles, c'est-à-dire certaines dames rwandaises qui vont s'infiltrer dans les institutions, épouser des dirigeants et tout ça pour avoir des infos, mais à la base, je dis bien certaines dames du FPR. Parce que là aussi, on a fait une propagande en disant, ouais, ben, les femmes toutes, ce sont les plus belles d'Afrique. OK. Mais on voit des concours Miss Monde, Miss Afrique. Bon, ça circule, hein. Tantôt, c'est une Angolaise. Tantôt, voilà, c'est une Congolaise qui est allée. Bon,
c'est relatif cette histoire-là de beauté. Mais moi, je pense que c'est une guerre psychologique, une En fait, propagande vous qu'on a parlez fait. là de ce que l'autre appelait, le nom m'échappe, il parlait de la diplomatie de canapé, c'est ça? Une manière Oui, oui, on appelle d'infiltrer. ça diplomatie de canapé, on appelle ça bataillon de charme. Dans les derniers livres de Maître Kamanda Kamanda, ça dit ses mémoires, on parle de Tutsi Marriage Weapon. Donc, l'armée, Les disons, hirondelles. l'arme de mariage, ouais, l'arme de mariage. Bon, quand on dit hirondelle, ce n'est pas essentialiser toutes les femmes Tutsi. C'est-à-dire qu'au au sein du FPR, ils ont quand même recruté certaines femmes, quelles qu'elles soient, hein, Tutsi ou même étrangères, qui bossent comme espionnes, certaines femmes, pas toutes, pour les intérêts de la cause. Et le Congo-Brazzaville s'est retrouvé à donner 22 000 hectares. 22 000. Les Congolais Oui, de mais ça, Brazza ne savent pas faire c'est des ce champs. qu'on nous rabâche les oreilles tout le temps, mais c'est beaucoup plus que ça. On parle de 120 000 hectares des terres arables cédées aux Rwandais. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. Et là, pendant que vous étiez en train de parler de ces dames, en fait, ça me rappelle d'ailleurs, il y a un documentaire comme ça qui existe, Les espionnes parmi nous. Je ne sais pas si Mhm. vous avez déjà vu ça. Et Oui, très oui, vite, oui. j'ai vu un peu, je vois là l'image de la dame qui aujourd'hui est ministre, il faut l'appeler comme ça, elle a rang de ministre dans le cabinet de Denis Sassou Nguesso, Françoise Joly, et ça ne s'arrête pas là. Dernièrement, on a vu le petit-fils de Denis Sassou Nguesso, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, un certain Ngolondele qui s'est marié aussi à une Rwandaise. Bon, après, on nous dira, de toute façon, les gens sont libres de se marier avec qui ils veulent, mais lorsqu'on a déjà quelques informations de ce qui se passe dans le pays voisin et comment est-ce que le pays voisin a été infiltré. Et que, dans le même temps, on peut se permettre, est-ce qu'il faut appeler ça des erreurs ou bien c'est fait exprès ou ils savent ce qu'ils font? Ce n'est pas des erreurs. Moi, je pense beaucoup plus à une imprudence. Mais pourquoi cette imprudence? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est obnubilé par son pouvoir, tout est bon pour protéger ses pouvoirs. Et c'est très dangereux pour le pays. On a vu ce qui s'est passé en RDC. Les gens viennent gentiment, mais après ils veulent plus partir, après ils brandissent des armes, après ils retournent la situation, parce qu'ils ont un projet hégémonique. Le projet hégémonique, c'est quoi? C'est à l'image de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y avait une minorité blanche qui colonisait une majorité bantoue, des Africains. Et c'est ce qu'on a appelé l'apartheid. Et l'Afrique du Sud était très riche, hein. Ils avaient de l'or, du diamant, ils ont beaucoup de minerais, c'est un pays riche. Et un pays aussi agricole. On a utilisé des Noirs, mais comme des bêtes de somme, corvéables à merci. Et lorsque le monde entier a mis une pression mais, euh, aux Blancs sud-africains, l'apartheid racial a été abandonné, mais il y a une espèce d'apartheid économique Économique, où oui. les nantis sont en train de maltraiter les moins nantis. Mais comme par hasard, pendant que vers les années 90, l'apartheid s'est terminé en Afrique du Sud, les Occidentaux vont commencer une nouvelle expérimentation, faire une espèce d'apartheid noir entre le groupe de Noirs qu'on appelle les Tutsis au Rwanda et au Burundi et l'autre groupe de Noirs qu'on appelle les Hutus au Rwanda et au Burundi et dans tous les autres pays, on les appelle des Bantous. Après, ce qu'on appelle des Tutsis, on peut toujours trouver dans tous les pays. On va au Gabon, on dit les Fang. On va au Cameroun, le Peul. Tout ça, on peut toujours trouver comme ça des lignes de fracture raciale où on va utiliser une minorité pour coloniser la majorité. Pourquoi? Parce que les Occidentaux expliquent à la minorité que les autres ne vous aiment pas, ils vous menacent. Nous sommes là pour vous protéger.
Vous faites ce que nous disons et vous êtes protégés par nous et vous allez accéder à un statut supérieur. Et certains Rwandais kagamistes sont tombés sous les charmes de ces chants de sirènes et ils ont commencé à pratiquer la politique occidentale qui leur donne les moyens pour subjuguer tous les autres à côté. Sauf que les Occidentaux, une fois qu'ils ont fini de vous utiliser, ils vont vous attribuer tous les péchés du monde sur vous. Ils vont s'innocenter en disant, ah non, on n'a rien à voir, hein. Il a fait seul. Regardez le cas de Saddam Hussein. On l'a utilisé pour beaucoup de choses. Mais les jours où il fallait le juger, on l'a jugé sur les massacres commis par son mentor, par son lieutenant, Ali Lechimique. C'est-à-dire que vous prenez une liste de massacres commis par la personne, il y en a une cinquantaine. Au lieu de commencer par la première, la deuxième, la troisième, vous triez dans la liste, par exemple, le 38e massacre. Vous jugez cela. Pourquoi? Parce que c'était le seul massacre que Saddam Hussein a commis seul, sans que les Occidentaux ne soient impliqués. Et une fois qu'on l'a jugé sur cela, on les condamne à mort. Non, on doit exécuter le verdict tout de suite. Mais non, continuez à les juger. OK, il est condamné à mort pour celui-là. Mais on veut savoir aussi la vérité sur les autres massacres. Jugez-les et à la fin du jugement global, vous les condamnez. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'était plutôt pour le faire taire. C'était une exécution. C'était direct. Ah, tu as fait des choses contre les Kurdes avec Ali Lechimique. Tu es coupable, pendu haut et court tout de suite sans explication. Il se tue, il ne peut plus parler. Demain, c'est la même chose qu'ils feront à nos frères rwandais qu'ils utilisent aujourd'hui. Ils les équipent, ils les entraînent. Regardez l'équipement matériel qu'ils ont fait au Congo sous le label AFDEL. Ces gens n'avaient pas de force aérienne. Ils ont été transportés par les avions, soi-disant de l'American Mineral Field, une société, une multinationale américaine basée en Arkansas. Ils avaient des moyens satellitaires. Un pays qui n'a pas de force, un mouvement rebelle qui n'a pas de force aérienne. Ils avaient des moyens satellitaires. Il y avait des lunettes de visée nocturne. Ils bombardaient la nuit, c'est-à-dire dans la forêt kivusienne, des moyens technologiques qu'à l'époque, beaucoup de pays africains n'avaient pas. Des réfugiés, je dis bien des réfugiés, sortis d'un camp de réfugiés en Ouganda, ils avaient tous ces moyens. Posez-vous la question, ça venait d'où et pour quel objectif? Maintenant, c'est les Occidentaux, l'ère multinationale ont ce qu'ils voulaient, et ils disent aux Rwandais, servez-vous sur la bête. Et sur la bête, c'est quoi? Il y a une collision d'intérêts. Nous, on veut les minéraux. Vous voulez quoi? Non, nous, on a un problème existentiel. On se sent un peu à l'étroit. On a besoin d'un peu de territoire. Mais on a besoin aussi d'un peu de minéraux, même les miettes, pour construire un ou deux immeubles chez nous. OK, servez-vous sur la bête. Nous, on ferme les yeux. On vous couvre d'ailleurs. Pourvu que nous, on puisse manger les trois quarts de la bête. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, les Congolais de Brazzaville ne se rendent pas compte qu'ils se mettent sous la botte des Occidentaux parce que peut-être qu'ils ne sont pas conscients. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur pour vous le dire. Le Congo-Brazzaville n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays extrêmement riche. Ce pays a été à un moment 4e producteur de pétrole en Afrique, c'est-à-dire les paradis. Bon, regardez maintenant ces rivières, regardez ces forêts, regardez ces parcs naturels, regardez son potentiel hydroélectrique. Rien que la forêt, les bois précieux, regardez les minéraux, regardez sa façade maritime, regardez son emplacement. Les autres ne vivent. En fait, la RDC vous a servi de rempart. Si la RDC était tombée, on ferait du Congo-Brazza et du Gabon 2 bouchées, vite avalées. Donc, pendant que certains au Pardon, pour Congo-Brazza, arriver à ce qu'on appellerait le grand remplacement, finalement. ben, c'est ce qui s'est fait à l'est de la RDC, hein. 10 millions de morts. Le président, dans son discours, a dit qu'on a vidé cette partie et on a remplacé des populations venues d'ailleurs. Et s'il y a 120 000 hectares qu'on a donnés, ça sera des champs. Le message envoyé dans le monde entier, c'est que vous avez un pays, vous avez des terres arabes, vous êtes incapables de faire des champs. Il fallait qu'il y ait un peuple plus organisé que vous. Ça, c'est la propagande occidentale qui vient faire des champs. Beaucoup de gens oublient. Vous regardez que les histoires de la terre, quand on vous avertissait, les gens pensaient que c'était de la blague. L'avertissement que j'ai donné, même avant cette histoire de la terre, c'était quoi? C'était lorsque Rwanda a commencé à desservir Brazzaville presque tous les jours.
Ils ont prétendu à l'époque que c'était pour l'importation de quoi? Le Rwanda produit quoi? Ndakala. Mais rien que les poissons qui sortent du fleuve Congo, ça peut nourrir le Rwanda. Donc, on a prétendu que c'était pour les Rwandais devraient exporter je ne sais quoi. Rwandais venaient tous les jours avec qui dans les avions? Parce que Kinshasa a vécu la même chose, hein? Des avions qui viennent pleins et qui rentrent vides. Et c'était la même chose du Congo-Brazza, des avions qui venaient pleins. Et la blague, c'était, oh non, Bayakana Bandakala. Ah bon? Mais vous avez du poisson là-bas à Pointe-Noire et vous en avez encore là, sur le fleuve, mais on vous ramène des Ndakala. C'est là où les dangers ont commencé, parce que c'est là où les pays avaient commencé à être infiltrés. Et à l'époque, je me posais la question, les Congolais de Brazzaville, c'est des Bantous. Est-ce que ce qui se passe dans les poules, ce sont nos coutumes Bantous, des gorges tranchées? C'est-à-dire des massacres, mais avec un mode opératoire assimilable, bien sûr, à ce qui s'est passé lors du génocide rwandais, où on commençait à, voilà, à découper Oui, les oui, peuples. parce qu'il y a vraiment Évidemment, une armée. ça ne fait pas partie Oui, de la culture congolaise, ça. oui, il y a une armée des kagamistes qui utilisent cette méthode, c'est la signature. Bon, même si techniquement, on ne peut pas prouver que c'était eux, mais c'est juste qu'il y a motif à soupçon qui demande à être prouvé. Mais c'est le modus operandi de l'armée kagamiste. Et toutes ces questions-là, les choses se sont passées à la RDC. La RDC a servi de rempart. Maintenant, ils n'en ont pas encore fini avec la RDC. Ils sont en train de contourner vers le Congo-Brazzaville. La République centrafricaine est presque tombée sans coup férir. Et le Congo-Brazza, inconsciemment, est en train de prêter les francs à tout cela. Demain, la plupart des dirigeants vont épouser des femmes congolaises. Ils vont vous dire qu'elles sont originaires du Kivu. Grattez bien si ce n'est pas au-delà du Kivu. Parce qu'entre nous, on se connaît. Hein? Notre façon, nous, de préparer les poissons entre un Mongolais, je ne sais pas moi, Mboshi, Oui, mais c'est blanc, pendant que vous bonnet, dites bonnet, ça, blanc. évidemment, il y a Entre les... un Lari et un Mouyombe, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Mais bon, comme qui dirait, il ne faudrait pas qu'un jour qu'on dise qu'il n'était pas prévenu. L'information est là. Et donc, Mais juste Denis Sassou. préciser qu'il y a les Rwandaises kagamistes qui sont dans ce rôle et toutes les autres Rwandaises qui sont des every woman africaine comme toutes les autres femmes et les gens sont libres d'épouser qui ils veulent. Vous voulez épouser une Rwandaise, libre à vous. Mais c'est à vous juste de savoir si elle ne travaille pas pour les FPR. Si elle travaille pour les Oui, mais FPR, c'est ce qui est méfiez-vous-en. difficile à savoir, en fait. C'est là le vrai problème. Dans Ouais, tous les cas, difficile mais pas impossible. c'est comme dans toutes les situations lorsqu'on est en guerre. Évidemment, on doit être très prudent, quitte à éviter tout ce qui vient de son adversaire ou de, voilà, de son ennemi. Même si Denis Sassou Nguesso ne veut pas écouter la volonté populaire qui s'oppose à ces accords. En tout cas, merci Kerwin Maïzo d'avoir été avec nous. Encore grand merci, surtout d'avoir été disponible. Je vais vous laisser quelques 2 secondes pour conclure, mais particulièrement sur le cas Charles Onana. Que devrait faire la diaspora ou les diasporas africaines? Quelle contribution pourrait apporter la Ben, diaspora africaine dans cette affaire? la diaspora africaine qui vit dans des pays démocratiques où il y a la liberté d'expression, où il y a quand même un peu plus de moyens que ceux qui vivent sur place en Afrique, doivent comprendre que ce qui se passe en République démocratique du Congo fait partie d'un projet global des Occidentaux contre l'Afrique. Ça ne concerne pas que la RDC. Je vous ai expliqué que l'apartheid s'est terminé en Afrique. On a expérimenté la même chose, mais dans la région des Grands Lacs. Sauf que maintenant, ils sont en Afrique de l'Ouest. Et même le président français ou un ministre français, au responsable, hein, qui disait dans un discours que au Niger, même au Mali déjà, ah non, ben, on est en train de massacrer des peuples. Alors, vous voyez ce qu'on cherche comme problème. On cherche à opposer les peuples. C'est un projet global qui peut atteindre toute l'Afrique. Et les Charles Onana et tous les autres écrivains, les Patrick Mbeko, ne sont que des lanceurs d'alerte que nous devons protéger. Parce que demain, si nous voulons avoir une Afrique forte, nous devons d'abord avoir conscience que nos problèmes sont globaux. Si ça touche au Kenya, ça touche le Sénégal. Si ça touche le Mauritanie, ça touche le Burundi. Si ça touche le Soudan, ça touche le Rwanda.
Si ça touche l'Angola, ça touche la République centrafricaine. Il y a un Il faut effet qu'on ait déjà, domino, comme qui dirait. oui, 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 il faut qu'on ait déjà cette vision globale et que nous nous défendions par tous les moyens légaux pour mettre fin à cela. Nos dirigeants se trompent sur beaucoup de choses. Mobutu disait, nos amis les Occidentaux, jusqu'au jour où il a compris que ce n'était pas ses amis, il était juste un gérant qu'ils ont mis là pour gérer leurs biens, mais c'était déjà tard. Et le président Sassou Nguesso, qui est un vieux routier, devrait comprendre que les Occidentaux n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les jours où ils trouveront leur intérêt quelque part, ils vont les balayer, lui et ses enfants, et ce n'est pas les Rwandais qui viendra les sauver. Il a encore temps de faire du Congo-Brazza ce paradis dont tout le monde rêve, où les gens vont manger, boire, voyager, avoir des sous pour élever leurs enfants comme des êtres chers, mais surtout, ce qui est important, un pays où les gens vivront librement sans crainte, où les gens peuvent critiquer, où les gens peuvent parler, où il y a pluralisme d'opinion, on a plusieurs radios, plusieurs télés, les gens se sentent libres. Là où se trouve le monde aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, la dictature. Ça ne fonctionne plus. Bachar el-Assad a grandi en Grande-Bretagne. C'est un ophtalmologiste. Il a fait toutes ses études là-bas. Il a travaillé là-bas. Mais voilà aujourd'hui, réfugié en Russie. Ça ne leur dit rien. Ils n'en tirent pas des leçons. Donc nous, la diaspora, nous devons aider ceux qui sont au pays de comprendre les enjeux et nous devons Oui, mais mettre des encore moyens pour nous qu'ils défendre. comprennent, mais parce qu'il y en a qui sont, j'allais dire, hein, nombreux sont plutôt des valets, donc ils savent, ils connaissent leur mission, ils savent pourquoi ils sont là. Et c'est difficile de faire comprendre ou de faire entendre raison à ce genre j'allais dire, d'autorité ou des responsables politiques. Dans la Ben, plupart des cas, c'est des valets, donc le ils sont en salaire du mission. valet, le salaire du valet, c'est souvent la déchéance et la honte, quel que soit le temps que ça prendra. Les exemples sont légion, hein. Le salaire du valet, il est connu. Les jours où ils comprendront que les autres, c'est des adversaires et qu'ils sont utilisés, je pense que ces jours-là, ils vont se réveiller. Mais faites du Congo-Brazza ce petit paradis que ce pays mérite d'être. Évidemment, merci beaucoup Caroline Maïzo. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et conférencier international. Grand merci d'avoir été donc encore avec nous sur R7. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis comme d'habitude. Pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.